à la recherche de la seconde boîte noire et des éléments d'identification des victimes. La tâche est longue et difficile. En percutant la montagne à 700 km/h, les corps ont été polyfragmentés, autrement dit pulvérisés. À ce jour, la catastrophe aérienne a fait des profondes dégradations et nous n'avons pas retrouvé un seul corps intact. Nous avons retrouvé des éléments de corps et des éléments biologiques. Des éléments qui sont collectés dans des sacs, puis élitreillés et transportés en camion frigorifique jusqu'à ce local technique reconverti en laboratoire biologique. Ces relevés ADN, dentaires ou d'empreintes digitales seront ensuite comparés aux éléments recueillis par les enquêteurs auprès des familles. Les premières analyses ont eu lieu ce vendredi. Un travail de longue haleine, compliqué par l'environnement du lieu du crash. Nous avons des pentes à 40-60 degrés, nous avons des éboulements rocheux, nous avons des rochers qui sont venus recouvrir des parties de corps. Hier, nous avons dû procéder à des fracturages de roches. Et chaque enquêteur doit être encordé avec un gendarme de haute montagne. Si les conditions météo restent favorables, le travail de relevage pourrait s'achever dans une dizaine de jours. On se souvient de ces accusations de viol dans une école primaire de l'Isère. 2 nouveaux éléments sont désormais dans les mains des enquêteurs. Les parents de 14 élèves ont signalé de nouveaux faits. 9 plaintes ont déjà été déposées contre le directeur de cette école de Villefontaine. Il a été mis en examen, écroué. Il exerçait dans cet établissement depuis la rentrée de septembre, la rentrée 2014. Les associations redoutent que cet homme ait commis les mêmes actes lors de ses précédentes affectations. Écoutez. On a beaucoup de dossiers dans le passé et même encore actuellement où l'enseignant va tout simplement être muté dans une autre académie. Comme si les faits qu'il a commis dans une académie, il n'irait pas les faire ailleurs. Donc on met en danger d'autres élèves dans une autre académie. Et puis il y a eu une autre affaire qui éclatait dans les Yvelines, un instituteur là aussi, mais qui n'aurait pas commis, à notre connaissance à ce jour, de viol dans son école. Oui, un instituteur des Yvelines, d'Orgeval exactement, un homme de 63 ans, soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur une petite fille qui liée à son entourage familial. Les événements se seraient produits entre 2011 et 2012 dans le Rhône. Il a été mis en examen et écroué lui aussi. Et puis les 5 policiers ripoux de Stains ont été mis en examen, tous sont soupçonnés d'avoir participé à un trafic de stupes. L'un d'eux a d'ailleurs été écroué, mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de se livrer au trafic de stupéfiants. Les autres sont poursuivis pour faux et vol. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Merci Frédéric. Et c'est le débat du vendredi. Marie-Laure Harel de l'UMP. Bonsoir. Bonsoir. Face à Raquel Garrido du parti de gauche. Bonsoir. On va pas parler de politique pour une fois, et pourtant nous en avons encore la possibilité, puisque la campagne électorale ne se termine que ce soir à minuit. Je voudrais qu'on commence par revisiter avec vous cet événement sidérant. Un jeune pilote, copilote, 28 ans, qui précipite son A320 dans une montagne, qui tue 5 de ses collègues et avec 144 passagers. On a appris au fil des arrêts qu'il avait fait plus jeune une dépression, que le jour du vol il aurait dû être en arrêt maladie. Bref, que ce garçon a fait face à un coup de grisou sur le plan psychique. Et je voulais savoir si c'est quelque chose auquel vous étiez préparé et que vous pouvez concevoir. Raquel Garrido. L'état dépressif, très dépressif des proches qui peuvent les pousser à de tels actes est une situation qui est terrible. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je ne le souhaite à personne, bien entendu. Je sais que c'est extrêmement difficile et que quelque part, ça requiert de l'aide, voilà, et que les gens se mobilisent pour faire face à une maladie, voilà. C'est aussi ça la fragilité de l'être humain. Nous sommes très forts en tant qu'être humain, mais nous sommes aussi très fragiles, et ça fait partie de notre fragilité. Marie-Laure Harel. Je pense que personne sur ce plateau n'est psychiatre et expert en dépression. Je pense que c'est juste les humains que j'interroge. Non, c'est que je pense, comme on peut le savoir, que la dépression, le propre de la dépression, c'est d'avoir des comportements plutôt irrationnels. Donc, je pense qu'il ne sert à rien de vouloir expliquer logiquement le comportement de cette personne dont on ne saura jamais si réellement elle voulait juste se donner la mort à elle-même ou entraîner celle de 150 personnes derrière. Après, en dehors de tout ça, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait une psychose au niveau du transport aérien.
aérien, il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que là, on a affaire à un pilote suicidaire. C'est quelque chose qui peut aussi arriver dans un train, dans un paquebot, dans un autocar. Il y a dans une voiture, ça arrive régulièrement. Bien sûr, un chauffeur de taxi peut être suicidaire et décider de tuer ses passagers. Simplement, ce qui se passe là dans le cadre du transport aérien, qui reste quand même, je tiens à le rappeler, l'avion reste le moyen de transport le plus sûr au monde. Il y a 580 fois moins de chances de mourir en avion que sur la route, par exemple. 450 morts par an par avion et 1,3 million par voie routière. Donc c'est un moyen de transport très sûr. Le cas du pilote suicidaire, comme je le disais, on peut le rencontrer dans d'autres modes de transport. C'est vrai que l'avion a tendance à fasciner, à inquiéter, parce que c'est le ciel, c'est du pilotage. C'est souvent des accidents spectaculaires, voire mystérieux, comme Air Malaysia, dont l'avion a disparu au large des côtes du Vietnam et dont on n'a jamais su ce qu'il était devenu. Je pense que plus que les pilotes suicidaires, les vrais dangers aujourd'hui en avion, c'est les questions terroristes, comme on l'a vu en 2001. Et là, on arrive à une sorte de paradoxe. C'est que beaucoup de mesures ont été prises pour contrer le terrorisme, et c'est précisément ce qui a fait que l'avion s'est crashé il y a quelques jours. Ça dit quoi à la femme politique que vous êtes, ça? Est-ce que ça ne veut pas dire que il n'y a pas forcément une solution politique, entre guillemets, à tous les problèmes? On a fermé les portes, bilan, on se retrouve piégé par autre chose. Mais je pense qu'en fait, on ne peut jamais avoir de solution parfaite par rapport à la déviance humaine. Elle n'est pas tout le temps anticipable. Regardez là, le pilote, le commandant n'a plus pu rentrer dans le cockpit parce qu'il était verrouillé, mesure suite au 11 septembre 2001. Il n'a pas pu donner un coup de hache sur la porte parce qu'elle était dans le cockpit. Ça aussi, c'est une mesure issue de septembre 2001. Donc le danger, il est en cabine, mais il est aussi maintenant dans le cockpit. Donc je pense que quelles que soient les solutions qu'on avance, il n'y en aura jamais de réel. Regardez là, on dit, bon, on va mettre 2 personnes dans le cockpit. Pardon, qu'est-ce que ça change? S'il y a une hôtesse à côté du commandant, le commandant, il peut arrêter, elle connaît pas le tableau de bord, il peut faire ce qu'il veut sur les manettes. Et puis le commandant, il peut aussi assommer l'hôtesse qui est à côté de lui et faire ce qu'il a envie de faire dans le cockpit. Donc ça, c'est des mesures qui ne résolvent rien. Il n'y a pas de solution. Quand je dis politique, c'est politique au sens large, à tous les problèmes de la Terre. Quand on est dans le domaine de l'irrationnel, il n'y a pas de solution. Et le danger, il existe dans les avions, dans tous les autres modes de transport pour un chauffeur un peu déviant psychologiquement. Moi, j'ai tendance à penser que l'être humain peut trouver solution à tout. Mais par contre, là où je me méfie, c'est des décisions politiques qui sont prises à chaud sous le coup de l'émotion, des faits divers. Ça, pour moi, c'est le pire. Et je le vis en tant qu'avocate et en droit pénal. C'est typique, c'est un grand classique. Des gouvernements qui prennent des lois face à tel fait divers. Ah, une nouvelle loi, une nouvelle mesure, une nouvelle obligation, etc. Ça, il faut vraiment s'en méfier. Pour revenir à votre question initiale sur le suicide, moi, une question... Sur le suicide, c'est sur la folie, presque. Est-ce que nos sociétés sont vraiment prêtes à concevoir que des fous puissent mettre à bas le beau projet collectif que nous avons? Mais notons ceci quand même à propos de cette catastrophe-ci, c'est qu'il s'agit d'un suicide au travail. Se suicider au travail, c'est pas la même chose que de se suicider à la maison. Écoutez, il y a des études qui sont menées. Alors, on n'a pas beaucoup de recul. De ce que j'ai pu regarder, il y a eu des études en France entre 2006 et 2008 qui ont été conduites pour essayer de regarder, étudier un peu plus près la question du suicide au travail. Alors, on dit que le fait d'être on dirait pas que c'est quelqu'un qui souffrait de son travail. Au contraire, il était passionné par son travail. En fait, on sait visiblement, pas. il n'y a pas eu d'anticipation. On ne sait pas. Et il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas tout mélanger. C'est pas l'ouvrier qui souffre dans son usine là. Non, détrompez-vous. Alors là, détrompez-vous. Cette compagnie aérienne a fait l'année dernière l'objet de grèves très très difficiles, de relations sociales avec les employeurs extrêmement difficiles. Il faut comprendre les effets que ça peut avoir quand une compagnie qui cherche à générer du fric facile, parce que les compagnies low cost, c'est ça. Germanwings par rapport à Lufthansa, c'est la compagnie du fric facile. Donc on change les modes de rapport, de gestion sociale. Ça a forcément des implications. Et dernière chose que j'ai remarqué aussi, c'est l'arrêt de travail qui n'est pas exécuté. Aujourd'hui, il y a une pression sur les salariés pour qu'ils n'exécutent pas leur arrêt de travail. On n'arrête pas de dire les gens se font faire des arrêts de travail de complaisance. En gros, il y en a trop, il faudrait qu'ils retournent travailler. Non, attention. Un arrêt de travail, il faut le respecter. S'il a été prescrit, c'est pas pour rien. Et il faut cesser d'avoir une pression constante sur les gens en les culpabilisant de respecter des arrêts de travail. Marie-Laure, une société qui serait de plus en plus stressante pour le personnel, les employés? Qui peut répondre oui à cette question. Simplement, là, il n'est pas avéré dans le cas présent que ce copilote a voulu cracher l'avion parce qu'il souffrait de ses conditions de travail chez Lufthansa. Allez, deuxième sujet politique. Pour le coup, on est dans la dernière ligne droite de la campagne électorale, puisque dans 2 heures, très exactement, nous ne pourrons plus parler de politique sur cette antenne jusqu'à ce que vous alliez massivement voter à partir de dimanche matin, 8 heures. On aura vu que jusqu'au bout de cette campagne électorale, le Premier ministre Manuel Valls en a appelé
aux Républicains pour faire barrage au Front National. Ce qui laisse donc entendre que dans la bouche de Manuel Valls, le Front National n'est pas un parti républicain, qu'il est hors du champ républicain. Ma question est très simple. Est-ce que vous pensez, comme lui, que le FN n'est pas un parti républicain? Marie-Laure Harel. Oui, je pense comme Manuel Valls que le FN n'est pas un parti républicain. Une petite parenthèse pour commencer. Sur la question de Manuel Valls, je trouve son comportement assez critiquable. Manuel Valls a un bilan catastrophique, on le voit bien au niveau du chômage, des impôts, etc. Manuel Valls n'a aucun programme au niveau national pour réduire le chômage, augmenter le pouvoir d'achat, faire repartir la croissance. Le PS est le seul parti qui n'a pas de programme clair, au départemental non plus. Oui, mais bon, ça... Non, restons sur le sujet FN, si vous voulez bien. C'est un Premier ministre qui joue en ce moment le Zorro, mais c'est aussi à défaut d'avoir et un bon bilan et des propositions concrètes. Restons sur le sujet. Et d'autre part, il a une part de responsabilité dans la montée du FN, puisque l'UFN monte particulièrement là où les inégalités sociales explosent et où le chômage explose depuis ces dernières années. L'UFN est-il un parti républicain? Non, évidemment non. D'abord, parlons déjà du fonctionnement du FN. Cette espèce d'oligarchie familiale où le pouvoir est concentré dans les mains de quelques-uns avec un culte exacerbé du chef, aucune démocratie interne. C'est déjà un fonctionnement de pas parti comme ça avec Sarkozy. qui est très... Il y a une démocratie interne, les chefs changent et ce n'est pas une famille qui détient l'UMP. Bon, pour commencer. Ensuite, c'est un parti qui est éminemment sectaire et intolérant. On ne va pas perdre du temps à rappeler toutes les insultes xénophobes, fascistes, racistes, homophobes qui peuvent sortir régulièrement de la part de candidats du FN. Ces dérapages qui d'ailleurs ne sont plus tant des dérapages, on dirait que c'est monnaie courante chez eux. On les trouve que... Ça les exclut du camp républicain. Mais ça n'est que dans un parti, pardon, il faut quand même le rappeler. Et c'est des candidats qui sont toujours investis à l'heure actuelle. Ensuite, pour en terminer, je laisse la parole à Raquel, le programme du FN est parfaitement anti-républicain. Il est même fasciste. Le fascisme, c'est l'intrusion de l'État dans tout ce que veut l'UFN et c'est l'exaltation du nationalisme, ce qu'est l'UFN aussi. Je vous rappelle quand même que l'UFN repose sur la thèse de la préférence nationale, ce qui veut dire que des humains d'origine européenne ou issus de l'immigration en France n'auraient pas la même valeur. Sur le plan social, c'est très grave, les propositions du FN. On veut régresser sur l'IVG, on veut rétablir la peine de mort, on veut interdire certains types de manifestations, comme les manifestations en soutien aux sans-papiers. Et puis sur le programme économique, c'est la faillite de la France. Retour à la retraite à 60 ans, donc nos systèmes de retraite explosent. Oui, mais restons vraiment sur les critères. Eh bien, si vous voulez, on en arrête là, mais c'est quand même si, c'est important parce que je vais vous dire, c'est pas républicain non plus de vouloir arrêter les importations et surtaxer les importations. Ça se fait dans des pays comme la Corée du Nord, qui sont des dictatures très graves et où on veut vivre en autarcie. Ça s'appelle pas un comportement républicain, même d'un point de vue économique. Ça serait drôle que vous pensiez l'inverse. La fin de votre démonstration est un peu plus faible, notamment sur la pertinence de contrôle douanier. Bon. Vous pensez qu'il faut limiter les importations et surtaxer? Un autre jour, parce que c'est un sujet très intéressant. Ça m'intéresserait d'en parler avec vous. Jean Jaurès disait que le patriotisme, c'est l'amour des siens et le nationalisme, la haine des autres. Et c'est ça, en fait, la différence entre le Front National et les autres partis en France, et notamment le mien. Moi, je me considère patriote, je suis patriote, mais je ne vois pas mon patriotisme comme une détestation ou une glorification mythique, essentialisante du français vis-à-vis des immigrés ou des étrangers. Pour moi, le patriotisme français, c'est l'attachement à l'égalité, la liberté, la fraternité. Or, le Front National déteste l'égalité. Le Front National, il est pour les inégalités entre les hommes et les femmes. Il est pour les inégalités entre les Français et les étrangers. Il stigmatise en permanence les immigrés. Et du coup, il y a un paradoxe Front National, parce qu'à la fois, c'est un parti du système, il est pleinement dans le système, en particulier le système de la Ve République, qu'il adore, parce que ça lui permet d'être népotiste, effectivement, de se transmettre ce pouvoir présidentiel de grand-père à fille, à nièce, etc. Ça, c'est parfaitement moule de la Ve République. On les voit, ils sont quand même un gros patrimoine, avec une petite famille. Quand ils se font élire entre amis ou par capillarité, ils cumulent à mort. Hein, quand on le voit là dans les mairies, sont sénateurs-maires, conseillers régional, députés européens. Au PS à l'UMP, on cumule pas. Hein. Bien sûr qu'on cumule. Jamais. Et c'est pour ça que le FN, du coup, il est comme eux de ce point de vue-là. C'est un parti du système. Il cumule, effectivement, il est dans le conflit d'intérêts, il est dans la préservation du système actuel. Regardez la façon dont il mène campagne sur les départementales. C'est le sujet de l'immigration, toujours le même bouc émissaire extrêmement facile, de la part de, si je résume, ce sont des bourgeois, voilà, bien blancs, qui disent aux pauvres
tout blancs, tout français, qui sont quand même quelque part bien heureux d'avoir une gloire, c'est d'être français et d'avoir une situation pire qu'eux, c'est les immigrés. C'est un coup classique, je veux dire, c'est un coup classique du système qui trouve une manœuvre pour écraser les pauvres. J'élargis ma question. Est-ce que c'est payant de dire qu'ils ne sont pas républicains? Au fond, est-ce que ça ne contribue pas à les renforcer? Pleinement. De toute façon, Manuel Valls lui-même, le problème c'est que ce mot République, il est parfaitement galvaudé, il est totalement galvaudé. Si vous écrivez sur un fronton d'une mairie égalité, et que dans votre commune, il y a des écoles de riches et des écoles de pauvres, vous pouvez dire République du soir au matin, ça n'a pas de valeur. Quand le gouvernement, dernier point, l'abstention, quand on ne prend pas en compte un Français sur deux et qu'on dit que leur parole ne sert à rien, nous ne sommes pas dans quelque chose de républicain. Je ne suis pas sûre que ça serve à quelque chose de rabâcher, qui ne sont pas républicains, de jeter l'opprobre sur l'UFN, tant qu'on n'a rien de concret à proposer en face. Merci à toutes les deux. Twitter pour poursuivre le débat. Madame Larue, Sandra, pour la météo. Retrouvez la météo avec Akena Véranda. Akena Véranda, pour s'agrandir la vie. Et malheureusement, c'est un week-end humide qui nous attend sur de nombreuses régions, quasiment sur tout le pays. On a une dépression sur le nord de l'Europe et au lever du jour ce samedi matin, eh bien, la grisaille sera déjà bien présente avec des Pyrénées en montant sur la Belgique, quelques pluies très faibles. À l'ouest, beaucoup de grisailles, quelques pluies un peu plus localisées. Puis en marge de cette dégradation, de cette perturbation, on va retrouver un ciel très voilé, des nuages élevés sur le quart nord-est. En revanche, sur le quart sud-est, vous profiterez d'une matinée très ensoleillée au prix d'un vent qui soufflera relativement fort jusqu'à 90 km/h. Les températures, quelques petites gelées encore localement, notamment dans le nord-est. 1 degré pour Strasbourg, 7 à Paris, il fera 10 à Brest, à Biarritz également, 11 degrés à Perpignan. Puis dans le courant de l'après-midi, eh bien on va retrouver toujours ces pluies bien présentes sur le pays qui gagneront même le quart nord-est. Le soleil, lui, gagnera du terrain sur les Pyrénées et se maintiendra sur le quart sud-est. Quelques timides éclaircies seront possibles sur le massif central, partout ailleurs de la grisaille et des pluies faibles. Côté température, des valeurs qui seront en hausse. Consolation du jour, on attend 15 degrés à Paris, il fera jusqu'à 18 degrés à Marseille ainsi qu'en Corse. Dimanche, pas d'amélioration malheureusement. Ce temps pluvieux va se maintenir sur de nombreuses régions avec des pluies qui seront même un petit peu plus soutenues de la Normandie jusque sur